nous avons décidé que le musée serait mis sous le signe de la chouette. Et nous avons choisi parmi nos collections, et avec l'aide de l'association Picardie Nature, des spécimens de chouettes et de hiboux qui sont cachés un peu partout dans toutes nos salles, avec un petit livret. Voilà. Merci monsieur. Avec un petit livret qui vous permettra de découvrir et d'en savoir un petit peu plus sur la chouette et le hibou, et surtout de vous promener dans les mystères de notre musée. Oui, il a numéro 5 se trouve à côté de la chouette qui surveille la porte des toilettes. Elle était facile. Alors, les bois sculptés que vous avez accrochés au mur, ça s'appelle des sablières. Les sablières, en fait, ce sont des morceaux de bois sculptés que l'on positionnait à l'entrée des maisons en décoration et pour séparer les différents étages. Allez-y. Et l'indice, il est juste là. Là, vous allez avoir directement le mot que l'on cherche. Alors, comment s'appelle ce mot? Aigrette. Aigrette. Alors, le dernier mot ici à noter, c'est aigrette. Et alors là, ici, on a fini notre jeu avec les différents indices. Quelqu'un peut me lire la phrase au complet? La différence entre les hiboux et les chouettes sont les aigrettes. Super. Et justement, qui a des aigrettes? Les hiboux. Les hiboux et les chouettes, est-ce qu'elle en a? Donc vous avez la différence. Et on va aller voir ensemble deux spécimens où on voit bien la différence entre la chouette et le hibou avec les aigrettes. C'est ça, les aigrettes. Ils sont comme ça. T'as vu? C'est des oreilles en fait. C'est pas des oreilles. Mais Ça, c'est pas c'est des... une Non, c'est pas des oreilles, c'est des yeux comme ça. Écoutez bien une alouette. Elle ne s'arrête jamais de chanter comme les plus grands musiciens. Elle utilise la syrinx en respiration circulaire, faisant pénétrer l'air à droite et le faisant ressortir de la gauche. Regardez bien, c'est parti, l'alouette des chants démonstration. Au son, tu peux mettre le micro un peu plus fort parce que j'entends rien. Quand on fait quelque chose, on l'imagine toujours pour le Festival de l'Oiseau. C'est un En petit fait, peu- le Festival de l'Oiseau, ça nous a permis, et c'est ce qu'on s'en est rendu compte il y a très peu de temps, mais ça nous a donné le droit et la légitimité de mettre l'oiseau en scène. On n'aurait jamais eu l'idée auparavant. Oui, le rossignol est un grand voyageur, un grand migrateur. Et puis, par cette conférence en rythme décalé, c'est la première fois qu'on mettait aussi la parole sur scène. Depuis le début, on faisait que des chants d'oiseaux et du corps. Et d'amener de la parole, c'était... Alors moi je le faisais en sortie nature quand je faisais du guidage, mais c'est un peu une sortie guidée qu'on fait en salle. Bon, c'est le début du chant du rossignol. Je suis un rossignol, mâle, cet arbre est à moi, toute femelle qui se posera avec moi devra s'accoupler avec moi. Stop! Première partie du chant. Seconde partie du chant, les trilles. Mon préféré. Stop! 1 an. Au nombre de trilles, on détermine l'âge du rossignol. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, bizarrement, c'est plus facile pour nous de reconnaître un oiseau par le son que de l'identifier visuellement. C'est ça notre démarche. En fait, d'entendre un son, tout de suite on sait à quoi s'attendre. C'est que c'est tellement beau que quand on est heureux, on siffle les oiseaux. Ça ne peut pas expliquer, c'est notre façon de faire. Pour moi, il n'y a rien de plus joli qu'un chant d'oiseau. Je les avais pas reconnus.
on regarde mes estampes, c'est tout des séries sur le vivant. C'est ou des plantes, ou des animaux, ou des coquillages. Ça fait un peu planche d'histoire naturelle, mais ce qui me fascine en fait, c'est la vie. Et quand on s'intéresse à un insecte, un coquillage, on trouve que c'est merveilleux, que ça a des textures assez fantastiques. Et c'est peut-être porter l'attention sur la beauté du vivant, tout simplement, qui est ma démarche artistique. Ça s'appelle du gaufrage, ça existe depuis longtemps, et ça c'est pas moi qui ai inventé ces techniques. Ce qu'il y a de merveilleux dans le dessin, c'est que on ne reproduit pas ce qui existe, on ne reproduit pas la réalité, on reproduit ce qu'on a en tête. Et c'est un peu comme si on disait aux gens, voilà ce que j'ai vu, et voilà ce que j'ai compris, et voilà ce qui est intéressant à voir, etc. Donc on transforme un petit peu la réalité pour la rendre plus... C'est un peu comme quand on essaie d'expliquer aux enfants. On leur dit, vous avez vu ça? Vous avez vu les ailes comme ça brillent et que ça reflète, etc. C'est un peu ça la démarche qui est la mienne. J'ai besoin, un peu comme si c'était une imprégnation, de m'imprégner de l'oiseau, comme si j'ai envie de le connaître. J'ai l'impression que je ne peux pas arriver à le rendre le plus beau possible, le plus réaliste possible, si je n'ai pas donné du temps pour l'observer, pour le chercher, pour me documenter, regarder des films, connaître son attitude, connaître sa vie. La technique du raku, qui consiste à une cuisson particulière où la pièce subit un choc thermique à la sortie du four et donc des micro-fissures se créent au niveau de l'émail. Et la troisième cuisson, le carbone va se fixer et c'est ce qui forme les dessins sur les pièces. Alors tout le monde ne montera pas en même temps. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Allez, passe tes jambes. Voilà, super, un vrai cow-boy. Partenariat avec son compagnon de randonnée qui est l'âne. Et l'âne est apaisant, comme c'est un animal qui n'est pas du tout nerveux, pas du tout froussard. On rentre vite en confiance avec lui, en complicité avec lui. On se met à lui parler, à le caresser. Oula. Ah oui. Les ânes, ils vivent en troupeau ensemble. C'est une société qui est égalitaire et une société de coopération. Donc en fait, l'âne, il se met en coopération avec nous. Quand il fait la balade, il est content de le faire avec nous, de le faire pour nous. Et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il y a le lien aussi au niveau de la complicité. Et Boubou, il est reparti dernier, bah ouais.
balade dans ce soleil. Non, moi je fais des échecs, je me tiens même pas quoi. Mais c'est beaucoup plus facile. L'avantage d'un festival, c'est qu'on puisse voir des films qui ont des durées qui ne correspondent pas aux cases des télévisions. Et c'est vrai que sur grand écran, l'effet est démultiplié, ça touche beaucoup plus, on baigne plus dans le sujet. Donc ça, c'est très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un festival comme celui-ci, vous avez des films qui sont tout à fait hors catégorie au niveau durée. On a des films de 13 minutes, on a des films de 5 minutes, de 6 minutes, de 7 minutes, qui ont plus d'un format reportage. Et donc, chacun peut y trouver son compte. Pour moi, ce film fait beaucoup avancer sa cause, quoi. Ça respecte évidemment bien le festival ici de l'Oiseau. Ah, et puis c'est un impact, en termes de sensibilisation, c'est un impact mondial. Finalement, on recherche tous la même chose, la limpidité du récit, le respect, une éthique. On ne parle jamais d'éthique et c'est presque un gros mot aujourd'hui de parler de morale ou d'éthique, mais on sent que tous les membres du jury sont attentifs à ce qu'il n'y ait rien de faux, à ce qu'il n'y ait pas de chiquet, que le type respecte son sujet, qu'il n'approche pas les animaux, qu'il ne les manipule pas, qu'il respecte les gens qu'il interviewe, qu'il s'intègre dans le milieu et reste en recul. Cette notion de respect est extrêmement importante et on y est tous sensibles. Le film Messenger, ça va sûrement servir à lancer des tas de débats. Puis ces oiseaux qui viennent se cogner contre et qu'on ramasse à la pelle. Et puis on voit qu'il y a quand même des gens qui agissent, qui essayent de comprendre, qui essayent de trouver des solutions. There's little things that we can do by just changing our work habits that can reduce this problem significantly. How often can you say you flick a switch and a problem disappears? You turn off lights, you're going to be saving birds' lives. Cette année, on a travaillé sur une exposition qui est un travail que je mène depuis plus de 10 ans sur les oiseaux de mer à travers le monde. J'ai la chance d'emmener des gens en voyage pour découvrir la nature, pour faire de la photographie, pour voyager sur les volcans. Et à côté de tout ça, il y a un élément qui est un élément que j'ai découvert en Islande, qui sont les oiseaux de mer. Ce sont ces oiseaux qui vivent dans le milieu le plus extrême de la planète, qui est la haute mer, qui viennent à terre uniquement pour se reproduire. C'est là où on peut les attraper photographiquement parlant. On les voit pendant des périodes qui sont extrêmement courtes. Et pourtant, pour moi qui donne des cours en environnement à l'université, c'est des indicateurs, des bio-indicateurs. C'est-à-dire c'est des animaux qui vont nous renseigner sur ce qui se passe en haute mer, là où personne ne va. Donc on a tous les milieux et on pose des questions sur l'avenir de notre planète, sur le réchauffement climatique, sur tous ces éléments. Et ces oiseaux, à chaque fois, voilà, c'est des petits thermomètres qui nous permettent de nous renseigner sur l'état de notre planète. C'est énormément de travail, vous imaginez, c'est du travail pour aller faire les images aux quatre coins du monde, c'est du travail pour écrire les légendes, c'est du travail pour traduire tout ça, c'est du travail pour le tireur qui a fait un boulot formidable sur la réalisation des images. Et puis derrière, c'est un travail formidable qui a été fait par les équipes de jardiniers dans ce parc qui est extraordinaire. C'est une espèce de havre de paix. On arrive, on est au cœur d'Abbeville, et puis là, d'un seul coup, il y a des animations pour les scolaires. On est exactement dans quelque chose qui a du sens. Moi, mon travail de scientifique et de photographe, c'est de proposer par les images une émotion visuelle. Et pour moi, l'émotion visuelle, et on le sait tous, c'est la porte d'entrée pour la connaissance.
que quelques mots, on le verra j'espère tout à l'heure, et on pourra l'évoquer, le présenter en détail. C'est le tadorne de Belon. Alors, le tadorne de Belon, c'est un anatidé. Et le tadorne de Belon adulte fait entre 1,2 kg à 1,5 kg. Et sa nourriture de prédilection, c'est ça. Alors ça, c'est un hydrobie. Et ce que j'ai dans les mains, ce que vous avez dans vos mains, c'est la taille quasi adulte. Et une des caractéristiques du tadorne de Belon, c'est qu'il a autour du bec des lamelles. On appelle cela un lamellirostre. Et on compare ça à un animal que vous connaissez, à un mammifère marin que vous connaissez, ce sont les baleines. C'est un oiseau qu'on voit essentiellement l'hiver. Il y a un hivernage assez important de cette espèce sur le littoral picard, entre 5 à 7 000 en fonction des hivers. Et c'est un oiseau, comme je le disais tout à l'heure, qui se nourrit essentiellement de coquillages, en l'occurrence les coques, ici sur l'estuaire picard. Et là, on voit justement ces oiseaux qui viennent d'arriver. Ils étaient sur un reposoir tout à l'heure, un reposoir de marée haute. Et là, au fur et à mesure que la marée va descendre, de nouveau, ils vont se rendre sur les gardes-manger. Allez-y. Donc en ce moment, c'est la période de migration prénuptiale. Vous avez deux grandes périodes de migration. Il y a la post-nuptiale, après la nidification, et la prénuptiale, avant la nidification. Vous voyez toute seule là, effectivement. Regardez. On va aller voir un petit peu là-bas. Vous n'avez pas vu, vous voyez. Là-bas, les grosses masses noires, ça doit être des phoques. On aperçoit juste leur dos. Ce sont des phoques gris. Ce sont des phoques gris. Ils sont toujours généralement au même endroit, sur le même banc de sable, en tout cas depuis quelques temps. Sur l'estuaire, en effectif, c'est très variable. C'est à 200 à 250 en ce moment. Plus on va aller vers la période estivale, plus on montera en puissance. C'est grosso modo en été 5 à 600.